Bonjour à toutes et à tous, alors ça ne va être une surprise pour personne car vous avez sans doute lu le titre de la vidéo avant de cliquer dessus, mais aujourd'hui je vais dévier légèrement de ma ligne éditoriale pour vous parler d'un film qui n'est pas franchement un film d'horreur, même s'il est un dérivé très habile du Rape and Revenge. Il se trouve que je brûlais de parler de ce film et de sa mise en scène que je trouve remarquable, et quand j'ai évoqué l'idée sur Twitter, pas mal d'entre vous ont eu l'air très partants, et plusieurs personnes m'ont même dit qu'elles estimaient que c'était pas tellement faire tâche dans la lignée de mes vidéos que de parler de ce film. Donc bref, nous y voilà. Et ce fameux film, c'est donc Promising Young Woman, réalisé par Emerald Fennell et sorti au cinéma en 2021. Hi, we're your weather girls, and have we got news for you? Il met en scène Cassandra, surnommée Cassie et brillamment interprétée par Carey Mulligan, une jeune femme qui a pour habitude de faire semblant d'être ivre le soir dans les bars pour tester la manière dont des hommes vont essayer d'abuser d'elle, leur donner une leçon et nous rappeler l'importance de la notion de consentement. Si je tenais à en parler sur cette chaîne, c'est, au-delà de sa très grande qualité, parce que le sujet me tient beaucoup à cœur, et parce que j'ai l'impression qu'il a été très mal reçu par pas mal de personnes. Alors je vais pas me lancer maintenant dans des explications sur les possibles raisons de ce rejet, et puis après tout chacun ses goûts, mais je le trouve en tout cas injustifié parce que, même au-delà de sa portée politique, ce film est un véritable bijou d'écriture et de mise en scène, et j'avais très envie de le défendre aussi pour ça. Comme à mon habitude, je vais choisir un axe particulier pour donner mon interprétation personnelle du film, mais il est très riche et évidemment il y aurait des tonnes de choses à dire dessus que je ne vais pas évoquer maintenant, parce qu'au bout d'un moment, il faut bien faire des choix. Justement, j'ai choisi un élément bien particulier sur lequel axer mon analyse du personnage de Cassandra, et cet élément, c'est le cadre. Mais le cadre sous toutes ses formes. En fait, si vous regardez le film attentivement, vous noterez que, tout bêtement, les cadres dans le sens de tableaux accrochés au mur, dans le film, sont omniprésents. Et ce qui est intéressant, c'est la manière dont cet aspect va communiquer avec les cadres de la mise en scène cette fois. Les cadres des plans en soi et les surcadrages. Qu'est-ce que ça veut dire dans un film qui parle de barrières qu'on essaye d'abolir et de modèles qu'on essaye de détruire? C'est en m'intéressant à ces questions que je me suis demandé comment le personnage de Cassandra était construit par l'utilisation des cadres, d'abord en tant qu'objet, puis en tant qu'outil cinématographique, et enfin comme structure du récit. Pour répondre à cette question, je vais pas mal me servir de la définition du cadrage chez Gilles Deleuze, et d'abord étudier les cadres dans le cadre, puis les cadres géométriques, et enfin les cadres dynamiques du film. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais d'abord résumer le film du début à la fin pour que vous puissiez vous y retrouver. Évidemment, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous encourage plus que vivement à le regarder avant de continuer cette vidéo qui va tout spoiler. Le film commence avec une scène en boîte de nuit pendant laquelle un groupe de jeunes types comptant d'eux ziote une femme visiblement murgée dans un coin de la pièce. Ils plaisantent sur le fait qu'ils pourraient facilement profiter de la situation, et l'un d'entre eux veut faire croire qu'il vaut mieux que ses amis et propose à la jeune femme de l'aider à la raccompagner chez elle en toute sécurité. Sauf qu'en fait, il tente réellement de profiter de la situation et d'abuser de la jeune femme ivre. Mais elle, la jeune femme en question, c'est Cassie, notre héroïne, et elle n'est pas réellement bourrée. Après cette scène, on a l'impression que Cassie a peut-être bien tué son agresseur, mais au fur et à mesure du film, on comprend qu'en fait, elle a pour habitude de se rendre dans les bars la nuit, de faire semblant d'être ivre-morte, jusqu'à ce qu'un type essaye de coucher avec elle, justement parce qu'elle n'est pas capable de comprendre ce qui se passe, et de se révéler au dernier moment pour lui mettre un coup de flip et lui donner une leçon de consentement. They said I need to go home. Holy shit, whoa. À part ça, le reste du temps, elle est serveuse dans un coffee shop, et c'est d'ailleurs là qu'elle croise le charmant Ryan. Ryan est un chirurgien vraiment très cool et sympa, avec qui elle a été en école de médecine avant de laisser tomber ses études, et avec qui elle va débuter une relation idyllique en parallèle de ses activités nocturnes. Le problème, c'est que Ryan, qui aime parler de ses anciens camarades de promo, finit par donner à Cassie des nouvelles d'un certain Al Monroe. Et même si Ryan n'en a pas conscience, pour Cassie, Al Monroe, c'est avant tout l'homme qui a violé sa meilleure amie Nina lors d'une soirée étudiante où cette dernière était saoule. Al Monroe? You must remember Al. Yeah, I thought he moved to London. Crime à la suite duquel Nina, délaissée par son entourage, tombe en dépression, arrête ses études et finit probablement par se suicider, même si ce n'est jamais clairement dit dans le film. Et c'est depuis lors que Cassie, profondément marquée par cette tragédie, cherche à venger la mémoire de son amie en menaçant des types qui abusent des filles bourrées en soirée. C'est donc en entendant parler du retour du fameux Al Monroe aux États-Unis que Cassie élabore un plan pour se venger de lui et des personnes qui n'ont pas cru Nina de son vivant. Elle manque presque de renoncer à sa vengeance quand la mère de Nina lui dit qu'il faut qu'elle fasse son deuil et qu'elle vive sa propre vie. À ce moment-là, on pense qu'elle va aller de l'avant et vivre une merveilleuse histoire d'amour avec Ryan. Mais ça, c'est avant qu'elle ne trouve une vidéo du viol de Nina, sur laquelle elle se rend compte que Ryan était présent ce soir-là et qu'il avait l'air de trouver ça quand même vachement marrant.
C'est là qu'elle décide de finalement mener à bien son plan, après avoir lourdé Ryan avec tout le panache nécessaire, et de se rendre à l'enterrement de vie de garçon d'Al Monroe en se faisant passer pour une stripteaseuse. Là, elle drogue tous les invités à leur insu et menotte Al au lit de la chambre en prétextant une performance de striptease. Elle lui révèle alors qui elle est et qu'elle sait très bien ce qu'il a fait. You're Nina's friend. You're Nina's friend! Au moment où elle s'apprête à graver le nom de Nina sur son corps pour qu'il soit à jamais marqué par son crime, Al réussit à prendre le dessus et tue Cassie en l'étouffant avec un oreiller. Le lendemain matin, un ami et lui se jurent que personne n'en saura rien et brûlent le corps en forêt. Mais lors du mariage de Al, la police débarque pour le menotter plus solidement et l'arrête pour le meurtre de Cassie, qui avait envisagé la possibilité de sa mort et donné tous les indices nécessaires au préalable pour expliquer et prouver les différents crimes de cet homme et de ses complices. Et voilà, c'est donc sur le meurtre de notre héroïne, mais aussi sur une forme de justice douce amère, que se termine Promising Young Woman. Le scénario, que personnellement je trouve excellent, mérite bien un petit aparté de Marion, de l'excellente chaîne The Plot Point, à qui je vais laisser la parole quelques instants pour finir de parler de l'histoire en beauté avant d'attaquer l'analyse. Salut, je suis Marion de la chaîne The Plot Point, sur laquelle je parle de narration et d'écriture de scénario, et je remercie Judith de m'avoir invitée sur sa chaîne pour vous parler de Promising Young Woman. Ce film a pas mal fait parler de lui, notamment aux Oscars 2021, où il a remporté le prix du meilleur scénario original. Original dans les deux sens du terme, parce que si certains retournements ont pu surprendre le public au premier visionnage, l'une des vraies forces de ce film, c'est dans sa manière de renouveler et de mélanger les genres. Le film va plutôt chercher à reprendre ce qu'on appelle des tropes, que je pourrais traduire très maladroitement par formules typiques de plusieurs genres. En gros, ce sont les ingrédients que l'on retrouve dans tel ou tel genre de film. Et ici, on a des éléments d'horreur, de films de suspense, de comédie, mais pas que. Le premier genre auquel on pense, c'est le thriller. Plus précisément, le film de vengeance. Les ingrédients indispensables seraient une ambiance nocturne inquiétante, un crime irrésolu, une protagoniste traumatisée aux méthodes peu orthodoxes qui cherche à se venger, mais surtout la présence d'un prédateur. On pourrait citer plein d'autres éléments. Des meurtres graphiques, une enquête complexe, une vengeance cathartique, mais voilà, ce qui peut surprendre la première fois que l'on voit ce film, c'est qu'il y a très peu de violence. Enfin si, mais pas dans le sens auquel on aurait pu s'attendre. Une violence plus réaliste, et donc beaucoup plus dérangeante. Pas de catharsis finale non plus avec une vengeance sanglante où le protagoniste triomphe de son trauma. Non, ce film se conclut d'une manière beaucoup plus sombre. Mais surtout, et c'est le concept du film, que le prédateur n'est pas celui auquel on aurait pensé. Parce que l'intrigue repose sur Cassie, un personnage qu'on nous présente dès le début comme complexe, qui possède deux visages. Elle se déguise en proie dans le but de piéger ses victimes et les confronte pour qu'ils se remettent en question. I'm a nice guy. Are you? Mais le film pousse le curseur encore plus loin. Si elle est l'anti-héroïne d'un thriller la nuit, le jour elle change de rôle et le film change de genre. Cassie devient la protagoniste d'une comédie romantique. Et oui, ce genre que l'on associe de manière très cliché au public féminin. On y retrouve les tropes de toute bonne rom-com classique. Un homme et une femme clairement faits l'un pour l'autre, mais ils ne peuvent pas être ensemble, généralement à cause d'un obstacle interne, qui est un défaut qui éloigne les personnages. Puis, au fur et à mesure des péripéties, ils se rapprochent jusqu'à ce qu'un véritable incident les sépare. Mais pas de panique, au climax, l'obstacle est surmonté, le protagoniste, généralement masculin, se lance dans une démonstration romantique en public, ils finissent heureux, blablabla, vous connaissez la suite. C'est plus ou moins le schéma qu'on retrouve ici. Cassie rencontre Ryan, qui semble être l'homme idéal. Il est intelligent, patient, drôle et très amoureux. Mais voilà, Cassie ne peut pas s'épanouir dans sa relation tant qu'elle n'a pas fait la paix avec son trauma et abandonné son projet de venger son amie Nina. Ça, c'est son obstacle interne. Si on était dans une bonne vieille comédie romantique, Ryan aurait découvert ce que faisait Cassie la nuit et ils se seraient séparés à cause de ça. Mais Cassie aurait fini par surmonter son trauma et aurait été retrouver Ryan au climax, dans un cadre romantique, pour lui prouver son amour en public. Mais on n'est pas dans une comédie romantique. Et Ryan n'est pas aussi génial qu'on aurait pu le penser. Ça, cette révélation sur son passé, sur son inaction face à ce qu'a subi Nina, c'est typiquement un trope que l'on retrouve dans le thriller. L'allié qui se révèle être un antagoniste. Et oui, le film s'achève bien sur une grande démonstration publique dans un cadre romantique, mais clairement pas celle à laquelle la comédie romantique nous avait habitués.
Mais pourquoi je souligne tout ça? Parce que c'est par ce mélange des genres que le message de Promising Young Woman passe. Ce film repose sur des situations, des tropes que vous avez déjà certainement vues au cinéma ou à la télévision. Souvent. Très souvent. Que ce soit romantique pour un film d'amour ou pour faire rire dans une comédie. Mais cette fois, on nous le présente sous un autre regard. Quand on y pense, quel est le mode opératoire de Cassie? Elle inverse les rôles. Et c'est ce que fait le film aussi. Cette fois-ci, c'est le point de vue féminin qui nous est donné, et il révèle un autre regard sur les tropes, forgé par et pour le regard masculin. Et comme Cassie force ses victimes à se remettre en question, le film nous pousse à en faire de même, nous questionner sur ces tropes du cinéma, comme sur nous-mêmes. Merci beaucoup Marion. Maintenant que vous avez bien l'histoire et ses subtilités en tête, on va s'atteler à décortiquer l'utilisation de ces fameux cadres. Penchons-nous déjà rapidement sur ce que signifie l'idée de cadre en soi. La définition la plus simple du dictionnaire, par exemple, c'est de dire que le cadre est ce qui circonscrit un sujet. C'est donc ce qui va poser des limites et qui par conséquent va littéralement définir quelque chose. Maintenant, pour attacher ça davantage au cinéma, je vais prendre la définition que Gilles Deleuze fait du cadrage dans son célèbre essai Image-mouvement et image-temps, que vous connaissez sans doute si vous avez fait des études de cinéma ou que la théorie du cinéma vous intéresse. Comme je vous le disais, je vais beaucoup citer l'ouvrage, enfin en l'occurrence le deuxième chapitre du premier tome de l'essai, dont je vous recommande très vivement la lecture car c'est un texte magnifique. On appelle cadrage la détermination d'un système clos, relativement clos, qui comprend tout ce qui est présent dans l'image, décor, personnage, accessoires. À partir de là, il va développer une réflexion sur plein de manières dont la cinématographie va s'exprimer à travers le cadre, mais on y reviendra. Pour nous intéresser précisément au film, maintenant qu'on a les définitions de ce qu'on cherche, on va regarder justement les cadres visibles en tant que tels à l'image. Comme je l'évoquais en introduction, l'image est très souvent envahie de tableaux en tout genre, et c'est notamment très visible dans les deux lieux de vie principaux de Cassie, à savoir la maison de ses parents et le café dans lequel elle travaille. On en voit aussi chez Ryan, son petit ami, et aussi beaucoup sur le lieu de travail de Ryan. Il y en a jusque dans le dernier acte du film, puisqu'une broderie d'un goût très sûr est accrochée bien en évidence au-dessus du lit qui devait voir s'accomplir la vengeance de Cassie, et sur lequel elle va finalement être assassinée. On voit que dans beaucoup de ces plans, une large place est accordée à tous ces cadres, même lorsqu'ils sont simplement flous en arrière-plan. L'idée qu'on en retire, c'est que c'était peut-être pas leur contenu qui importe à ce moment-là, mais simplement l'idée du cadre en elle-même, qu'il s'agisse d'une peinture, d'une photo, d'un diplôme ou autre. Pourquoi? Rappelez-vous quand je disais que le cadre est ce qui circonscrit un sujet, ce qui définit un sujet. Si cette omniprésence de tableaux en tout genre ne sert pas à nous présenter leur contenu, c'est peut-être qu'il participe en fait à la définition de ce qui se passe à l'écran. Au début du film, quand Cassie va se relever sur le lit du type qui l'a ramenée chez lui en pensant qu'elle était bourrée, pour lui annoncer qu'en fait elle est tout à fait consciente de ce qu'il est en train de faire, c'est le moment où le film pose une première caractérisation forte de son héroïne, et elle prend place à ce moment-là dans le cadre qui est accroché derrière elle. On se fiche bien à ce moment-là de savoir ce que le type a accroché à son mur, ce qui compte, c'est la place et l'importance que Cassie prend dans ce cadre à ce moment stratégique du film. Cette réplique et cette action définissent le personnage et le cadre vient symboliser ça. Très bien, mais qu'en est-il de tous les autres cadres présents à l'image qui ne sont pas utilisés de cette manière? Voyons par exemple une séquence dans laquelle il y en a beaucoup, celle où Cassie se présente à la doyenne de son ancienne école de médecine, soi-disant pour passer un entretien afin de reprendre ses études, alors qu'en fait elle veut lui faire croire que sa fille est en danger piégée avec des garçons pour lui faire regretter de ne pas avoir pris le parti de Nina à l'époque où elle avait été violée. I guess it feels different when it's someone you love. Ici, les tableaux qui donnent le cadre de l'entretien sont manifestement anciens et représentent tous des hommes, alors même que la doyenne défend les mérites du violeur de Nina en disant à quel point il est devenu un médecin brillant et renommé. Nina Fisher. You don't remember her? Maybe you remember Alexander Monroe? Oh, yes, Alexander Monroe. He actually just came back and gave a talk here. Oh, he's a really nice guy, really smart. Are you a friend of his? No. Évidemment, à ce moment-là, l'idée c'est de faire peser sur ce dialogue entre femmes la toute-puissance de ces profils masculins que ce type d'accusation ne saurait empêcher d'accéder à des positions de pouvoir. Gérald, elle est pour toi celle-là. La manière dont le tableau derrière la doyenne surplombe l'image symbolise le poids que cette culture a sur la mentalité et le discours de la doyenne qui la perpétue. En contre-champ, en bas de l'image et en bordure du cadre, des photos de la fille de la doyenne, une position opposée à celle toute puissante des tableaux de la pièce qui représente d'illustres et lointains personnages masculins. Mais qu'est-ce que tout ça nous dit de Cassie, qui est bien sûr au centre de la scène?
Tout au long de la scène, on peine à savoir si Cassie a réellement enfermé la fille de la doyenne avec une bande de garçons en rut ou pas. On a déjà pensé plusieurs fois, à ce stade du film, qu'elle était capable de choses horribles pour se venger, et certaines ne sont toujours pas démenties à ce stade de l'histoire. Donc, avant qu'elle ne révèle qu'en fait non, il n'y a pas de raison de s'inquiéter et qu'elle n'aurait pas fait une chose pareille, le jeu des cadres présents dans la pièce nous donne l'impression que la situation est déjà perdue pour la fille de la doyenne, tout comme la situation était déjà perdue pour Nina à l'époque où elle est venue signaler son agression. Ça participe à l'ambivalence du personnage de Cassie, tour à tour présentée comme une héroïne intrépide et comme une jeune femme déprimée et prisonnière d'un passé dont elle n'arrive pas à se détacher. Effectivement, Cassie est restée figée dans sa culpabilité de l'époque de n'avoir pas accompagné son amie à la soirée où tous ces garçons ont abusé d'elle ou ri de son malheur. I'm so sorry I didn't go with her. No. I'm sorry too. C'est ce qui la définit aujourd'hui, ce qui est à l'origine de toutes ces actions. Et l'idée de cadre représente aussi ça, cette façon d'être limité à la capture d'un instant et de ne pas pouvoir s'en extirper. On remarque par exemple dans une scène où Cassie revient de chez un type à qui elle a fait la leçon, qu'on ne voit son visage que dans le cadre de son miroir, et qu'elle dialogue à ce moment-là avec une photo encadrée d'elle et Nina, enfant. Cassie est au centre de l'image, coincée entre ces deux cadres, entre ce rôle qu'elle joue aujourd'hui et la vieille image figée qui a déterminé ce même rôle. Bref, les cadres omniprésents comme simple concept de cadre sont là, selon moi, pour représenter le fait que les personnages et les situations de l'histoire sont plus ou moins coincés dans des rôles et dans des archétypes qui déterminent le cours de l'histoire malgré tous les efforts de Cassie pour briser les idées reçues, et que c'est pour ça qu'en fait, dès le début, elle n'a aucune chance, et que sa mort est tragiquement logique dans un système aussi puissant que celui de la culture du viol. Mais voyons aussi des exemples dans lesquels le contenu du cadre est aussi important que le cadre lui-même pour appuyer cette idée que les personnages sont coincés dans des représentations qui ne correspondent pas à la réalité. Ça arrive principalement dans la relation de Cassie avec ses parents. Ces pauvres parents relous, désespérés que leur fille ne soit pas devenue médecin et ne se trouve pas un gentil mari. On y reviendra un petit peu après, mais Cassie a beaucoup de mal à correspondre à ce que ses parents voudraient qu'elle soit. Et d'ailleurs, elle essaye pas beaucoup. Mais quand elle y arrive, alors tout à coup, les planètes s'alignent et le contenu des cadres autour des personnages se met à faire sens. Voyez par exemple, lorsqu'elle s'apprête à partir pour son premier rendez-vous avec Ryan, la caricature du gendre idéal, et que ses parents sont ravis qu'elle porte une robe, qu'elle se soit faite jolie et qu'elle sorte voir un garçon, à ce moment-là, alors que le plan sur Cassie est filmé du point de vue de ses parents, la robe qu'elle porte est assortie au tableau à côté d'elle, qui, grâce à la perspective, semble se trouver sur le même plan qu'elle. Dans cet espace réduit du cadre qui correspond à la vision étroite que ses parents ont d'elle, tout à coup, elle semble être à sa place et correspondre à la représentation qu'ils se font de ce que devrait être leur fille. Thank you, Dad. Plus tard dans le film, quand Cassie renonce pendant un temps à sa vengeance, qu'elle se mette à profiter de la vie et qu'elle a un petit dialogue avec son père qui lui dit comme il est ému de voir qu'elle a désormais un petit copain, et qu'il a l'impression d'avoir retrouvé sa fille, difficile de ne pas prêter attention aux deux tableaux qui ponctuent le champ contre champ. D'un côté, la photo d'un bébé, probablement Cassie, et de l'autre, le tableau d'un chien. Sachant qu'il y a l'air d'avoir vachement de tableaux de chiens immondes un peu partout dans cette baraque tout aussi immonde. Bref, en tout cas, on a la sensation que le père de Cassie est resté sur une image très naïve de sa fille, également figée dans le passé, sans avoir jamais pris réellement conscience des problèmes qu'elle avait dans la vie, et que l'image qu'il aime avoir d'elle, c'est celle d'une créature pas trop compliquée et obéissante, ce qu'elle semble plus ou moins être devenue avec sa nouvelle vie sans souci. Mais lorsque le paternel quitte la pièce, un moment de flottement pendant lequel Cassie médite ce qui vient d'être dit, offre un pan qui va du cadre photo à Cassie, comme si on était laissé sur une interrogation au sujet de ce que le personnage est réellement devenu. Sinon, il y a aussi la scène où Cassie vient malheureusement d'apprendre que Ryan avait été témoin complaisant du viol de Nina, où elle se ramène à son travail pour le larguer comme on n'a jamais été largué dans sa vie. You gotta forgive me. Tell me to forgive me. Lorsqu'elle l'attend, le cadre fait la part belle aux planches anatomiques qui montrent des écorchés, symbolisant crûment la douleur de Cassie qui replonge à ce moment-là totalement dans son plan de vengeance initial. Mais alors les cadres, dans une image, ça peut aussi avoir une fonction que j'aime beaucoup et dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, et c'est le fait d'iconiser un personnage, de le présenter comme une icône religieuse, de manière à le sacraliser pour une raison ou pour une autre. Et bien c'est exactement ce qu'il se passe ici, dans ce très joli plan, qui montre Cassie en train d'essuyer une tasse, mais comme si elle était une représentation de la Vierge trônant dans une église. Car oui, à ce stade du film, Cassie fait preuve d'énormément de résilience et d'abnégation pour oublier sa quête de vengeance et mener une vie plus sage. Elle est alors récompensée par Ryan qui a accepté ses excuses et qui vient lui donner un romantique premier baiser.
Évidemment, pas la peine de préciser que ceci se passe bien avant la scène dont je parlais il y a 2 secondes. Et cette manière d'iconiser Cassie, le film va beaucoup la répéter, comme ça vous aura peut-être sauté aux yeux au visionnage du film. Je vais passer rapidement dessus parce que cet aspect n'est pas propre au cadre dans le film et rentre donc moins dans ma problématique, mais parce que les cadres et leur symétrie millimétrée servent aussi à présenter Cassie comme une figure sainte. C'est intéressant de voir le nombre de plans où elle est placée au centre de l'image, en position christique, que ce soit d'abord comme porteuse d'une justice divine, puis comme martyr sacrifié à la révélation de la vérité. La symétrie des cadres lui donne aussi à répétition des ailes d'ange, parfois lorsqu'elle s'apprête à fomenter un plan machiavélique, et parfois, au contraire, quand elle y a renoncé et a décidé de pardonner. On observe aussi cette symétrie lorsqu'elle donne l'absolution à l'avocat d'Al Monroe qui lui confesse sa culpabilité d'avoir discrédité Nina lors de ses accusations. La symétrie est donc beaucoup rapportée à la thématique religieuse d'une Cassandra qui cherche à s'ériger au rang de bonne personne, et qui, tour à tour, pense y parvenir en vengeant son ami pour se racheter, ou en parvenant à faire son deuil et en se mettant à faire davantage confiance aux hommes. Toujours pour souligner l'ambivalence du personnage de Cassie, je fais remarquer au passage qu'à un moment donné, on voit un extrait du film La Nuit du Chasseur de Charles Laughton, qui passe à la télé parce que les parents de Cassie regardent le film. Dans cet extrait, on voit le personnage du chasseur interprété par Robert Mitchum, un prédicateur ignoble qui méprise les femmes et qui épouse des veuves à tour de bras pour les tuer et hériter de leur argent, tout en se cachant derrière la volonté de Dieu. Évidemment, il y a un parallèle à faire avec le personnage de Cassie qui, même si à elle sa cause est bonne, s'octroie une aura divine en rendant une justice personnelle par des moyens douteux. Bon, alors ça c'était pour la présence des cadres dans l'image, et maintenant on va aussi parler des cadres dans l'image, mais cette fois-ci, pas des tableaux, mais bien des cadres comme outil cinématographique. On va se pencher plus précisément sur les surcadrages. Encore une fois, une technique très utilisée au cinéma, dont je vous ai déjà parlé, et dont je vous reparlerai sûrement, qui consiste à recadrer un élément de l'image grâce à un substitut de cadre. Deleuze explique ça en disant qu'il y a dans le cadre beaucoup de cadres différents. Les portes, les fenêtres, les guichets, les lucarnes, les vitres de voiture, les miroirs sont autant de cadres dans le cadre. Et c'est par ces emboîtements de cadres que les parties de l'ensemble ou du système clos se séparent, mais aussi conspirent et se réunissent. Bref, c'est une manière de souligner, de redéfinir un élément du cadre, tout en le conservant dans l'environnement auquel il appartient et avec lequel il est en interaction. Ça peut servir à mettre en valeur, à séparer, à accentuer, etc. Eh bien, Promising Young Woman utilise énormément de cadres dans le cadre, et donc non pas seulement avec des tableaux comme je vous l'ai démontré, mais aussi à travers la mise en scène pure. C'est peut-être une nouvelle fois dans la relation de Cassie avec ses parents que ce phénomène est le plus criant. Vous voyez la première séquence où on voit Cassie chez elle. On la découvre à travers un triple surcadrage qui fait converger toutes les lignes de fuite vers elle au centre de l'image. En fait, ce plan fonctionne surtout avec son envers qui a un effet déceptif. Cassie n'est plus au centre de l'image, elle est simplement attablée avec ses parents devant un petit déjeuner. On n'est plus seul avec son image de vengeresse noctambule, mais on est avec une femme boudeuse qui vit encore chez ses parents. L'image est aussi morcelée, l'espace est partagé entre les personnages. Le comptoir en bas de l'image et le placard en haut réunit les personnages, mais l'encadrement de la porte derrière Cassie la sépare des autres. Aspect aussi appuyé par sa position de profil tandis que ses parents sont de face. Deleuze écrit aussi que le cadre est encore géométrique ou physique par rapport aux parties du système qu'il sépare et réunit à la fois. Et c'est exactement ce qu'on voit ici, un assemblage de formes géométriques divise l'image entre les éléments qui y cohabitent. Et cette répartition de l'espace, ces nouveaux petits cadres artificiels, redéfinissent les personnages au sein de leur environnement commun. La deuxième fois qu'on la voit, chez elle avec ses parents, rebelote, on recommence sur cet angle mystérieux qui occulte les parents et qui n'appartient que à Cassie. Puis on arrive dans la cuisine et après un dialogue tendu, on arrive à la même répartition d'espace où Cassie ne rentre même plus dans le cadre formé par le comptoir et le placard. Justement à un moment où ses parents essayent de lui faire comprendre que ce serait pas mal qu'elle déménage. Un autre exemple très frappant de cadre dans le cadre, c'est lors de l'arrivée de Cassie au bureau de la doyenne. Quand on la trouve dans la salle d'attente et que le chiffre de la deuxième étape de son plan s'affiche, on traverse un encadrement de porte qui fait lui-même écho aux autres encadrements du décor. On observe que, dans ces plans qui se ressemblent tous, qui combinent un léger travelling avec une suite de cadres dans les cadres, Cassie est toujours filmée de profil et parfois en train de sortir de ces cadres. Elle ne va pas dans le sens du mouvement de la caméra, ni dans le sens des lignes qui composent le cadre. Elle est perpendiculaire à tous ces éléments, à leurs dimensions, elle se heurte à leurs limites et les brise. On revient sur l'idée qu'elle est figée dans une dimension précise d'un temps qui a continué à passer, l'idée qu'elle veut sortir du poids des cadres et de leur représentation, ou les utiliser à son avantage. On a donc toujours bien l'idée du cadre qui définit, qui circonscrit son sujet, mais cette fois-ci pour sous-entendre, de par la sortie de cadre du personnage, la présence d'un hors-champ, et l'idée qu'il y a un au-delà à ces cadres. Deleuze dit bien, et c'est évident, qu'il y a toujours un hors-champ.
Les éléments présents dans un cadre sous-entendent forcément qu'il existe aussi quelque part les éléments qui n'ont pas été placés dans ce cadre. Mais un cadre est plus ou moins fermé, est plus ou moins construit en rapport à lui-même, de manière la plus indépendante possible, ou en fonction de ce qui est suggéré autour de lui par l'image ou le son. Deleuze prend en exemple des cinéastes en particulier et dit que cette dualité s'exprime de manière exemplaire entre Renoir et Hitchcock, l'un pour qui l'espace et l'action excèdent toujours les limites du cadre qui n'opère qu'un prélèvement sur une aire, l'autre chez qui le cadre opère un enfermement de toutes les composantes, et agit comme un cadre de tapisserie plus encore que pictural ou théâtral. Et donc, si dans la première partie je vous ai parlé de la symbolique des cadres qui tendait effectivement à représenter un enfermement, dans des rôles définis par la société et des cadres dans lesquels semblaient figurer tous les éléments nécessaires à l'action et à la narration, là, avec ses triples surcadrages et ses sorties de champ, on commence à voir l'intérêt, dans la construction du personnage de Cassie, de suggérer ce qui excède ces cadres et la manière dont on peut les dépasser. En tout cas, la manière dont le personnage va chercher à les dépasser. Deleuze reparle des limites que pose le cadre en disant que les limites peuvent être conçues de deux façons, mathématiques ou dynamiques, tantôt comme préalable à l'existence des corps dont elles fixent l'essence, tantôt allant précisément jusqu'où va la puissance du corps existant. Alors essayons de voir maintenant en quoi le film propose aussi des cadres dynamiques qui vont aller jusqu'où va la puissance du corps existant. Jusqu'où Cassie va-t-elle mener les cadres pour raconter son histoire comme elle l'entend? Une scène exprime très bien cette idée au début du film. Juste après la séquence d'ouverture et le générique, on retrouve Cassie qui rentre de chez le type qui l'avait ramenée de boîte de nuit lors de l'ouverture du film. Elle marche pieds nus dans la rue en mangeant un truc qui a l'air bien américain, se fait insulter par les ouvriers d'un chantier dont elle soutient le regard après qu'il l'ait interpellée, tout ça sur fond sonore ironique de It's Raining Men. Observons ce que fait la caméra au début de cette scène. En plan serré sur les pieds de Cassie, on suit son mouvement en travelling arrière tout en remontant le long de sa personne. En découvrant des taches rouges par-ci par-là, le film joue avec l'idée qu'elle a potentiellement tué le type de la première scène, et place d'office l'ambivalence du personnage pour mieux l'empêcher de rentrer dans les cases ou dans les cadres dont on parlait précédemment. Là, on est complètement sur un cadre qui a besoin d'en dévoiler plus, qui appelle à s'élargir pour trouver tout son sens. Après qu'on est arrivé à hauteur du visage de Cassie, le plan va prendre du recul pour s'éloigner et découvrir davantage le décor, et replacer dans un cadre banal et laid un personnage qui était filmé avec la prestance d'une guerrière au début de ce même plan. Tout ça jusqu'à découvrir la situation aussi pathétique que révoltante des ouvriers qui l'insultent sur son passage. C'est grâce à cet enchaînement précis de valeurs et de sens qu'à ce moment, la cause de Cassie apparaît si puissante dans ce cadre pourtant si anodin. Autre exemple de cadre dynamique, ou en tout cas ce que moi je comprends être un cadre dynamique en lisant Deleuze, et qui m'a marqué dans mes derniers visionnages du film, c'est lors de la scène de premier rendez-vous avec Ryan au restaurant. Les cadres du champ contre champ sont relativement éloignés des personnages pour ce genre de scène, et ils sont coupés près de l'endroit où Cassie et Ryan sont appuyés pour simuler les panneaux de séparation du restaurant. Désolée, mais en fait j'ai aucune idée de comment on appelle ces trucs. Et il y a beaucoup d'air qui est laissé sur le côté ouvert sur le reste de la salle. Donc à la fois c'est un peu particulier comme cadrage pour une scène assez intime de rendez-vous galant, et en même temps ça suggère à la perfection le hors-champ. Et surtout ça ne change qu'à un seul moment, très précis du dialogue, et c'est au moment où Cassie élude la question de pourquoi elle a quitté l'école de médecine en disant que sans doute elle n'était pas assez motivée par l'idée de devenir médecin. À ce moment-là, pour quelques instants, le cadre se rapproche d'elle et la replace au centre de l'image. Très subtilement, la mise en scène induit alors l'idée qu'il y a quelque chose derrière ce que dit Cassie, et nous on a déjà quelques éléments mais on ne sait pas encore exactement, donc on est sur un cadre dynamique qui va, rien que par ce changement de cadrage, appeler à plus de hors-champ, à plus d'éléments qui ne nous sont pas donnés sur les motivations de notre protagoniste. C'est intéressant parce qu'entre le fait que Cassie fuit les cadres comme on l'a montré précédemment, et que la narration joue beaucoup sur le fait qu'on ne sache pas toujours à quel point elle agit mal ou pas, ça a pour résultat qu'on est sur un personnage dont la caractérisation se fait toujours dans une lutte pour sa place à l'écran et surtout sa légitimité à l'écran. Ça se ressent beaucoup à travers les couleurs. Alors comme pour la thématique religieuse, ça ne rentre pas complètement dans ma problématique, et cette vidéo est déjà suffisamment longue, alors je vais passer rapidement dessus, mais les fils conducteurs établis par les couleurs sont aussi des éléments qui permettent de lier les cadres et de les faire résonner entre eux. Cassie va être dans le film beaucoup caractérisée par le rose et Ryan par le bleu, comme si chacun avait un rôle bien établi par une société sexiste. Et en fait, c'est le cas, jusqu'à la fin. Bref, ces deux couleurs rivalisent de présence à l'écran. Une fois qu'elle apprend la complicité de Ryan dans le viol de Nina, Cassie est surtout caractérisée par le rouge, couleur qui la poursuit aussi depuis le début du film, quand elle prépare un coup. On observe par exemple, comme au début de la scène du déjeuner au restaurant avec Madison, l'image est constellée de rose, et comme au fur et à mesure de la scène, la couleur dominante devient le rouge. Chez Cassie, le rose est un code réapproprié qui devient une arme.
Mais après ce petit aparté sur les couleurs, je voudrais me pencher sur une séquence très importante qui synthétise un peu tout ce qu'on a dit jusqu'ici et qui est un peu le centre névralgique du film. Elle se trouve d'ailleurs en plein milieu, et c'est la scène qui suit l'entretien de Cassie avec la doyenne de la fac de médecine. Cassie semble avoir un coup de mou après ce moment éprouvant et a arrêté sa voiture au milieu de la route. Un type klaxonne comme un forcené et s'arrête près d'elle pour l'insulter, ce qu'elle ne va pas trop apprécier. Déjà, on a encore un superbe exemple de surcadrage qui, plein de sens, fait exister Cassie et le malotru dans une même réalité, tout en leur réservant des espaces différents. La perspective donne l'impression que ces espaces peuvent communiquer, tout simplement par la fenêtre ouverte, mais le son étouffé et l'image qui reste floue sur le conducteur renforcent l'opacité du mur qui les sépare et l'incapacité de Cassie, à ce moment-là, à entendre la colère du type. On a encore une représentation archétypale d'un homme relou, caractérisé par la couleur bleue, encadré et donc défini comme une figure abstraite mais représentative de son espèce. Et c'est donc bien grâce à cette représentation que Cassie va péter un câble, car à travers lui, elle va s'en prendre à tous les hommes qui ont pu lui manquer de respect de la manière la plus anodine à la plus grave dans sa vie. En sortant de sa voiture, elle va décrire un nouveau cadre autour des véhicules, sur une dimension horizontale qu'elle définit à ce moment-là par son mouvement. De par son interaction musclée avec le véhicule du gars, elle brise littéralement les cadres préexistants qui contraignent leur sujet dans des cases mortifères où les hommes sont des agresseurs et les femmes des victimes. Dans ce geste qui pourrait avoir l'air d'un simple coup de sang, elle tente une action révolutionnaire pour briser les codes du film lui-même et créer de nouveaux cadres puisqu'elle n'arrive pas à sortir des siens, et c'est ce que vient souligner la musique épique qui monte en crescendo pour donner une dimension héroïque à ce pétage de câble. Excuse me? Fuck you. Mais très ironiquement, la caméra va s'éloigner pour montrer que oui, Cassie a franchi la symétrie qui traverse tout le film pour essayer de la briser, mais qu'encore une fois, maintenant que le hors-champ se découvre, on ne peut que constater le peu de résonance de son action dans ce paysage austère et vide, dans lequel seul un train passe sur un autre plan pour montrer que la vie continue en parallèle sans être troublée le moins du monde par ce qui vient de se passer. Avec encore une fois un mouvement en perpendiculaire pour montrer que ces deux réalités ne communiquent pas. On reste sur une impression de beauté et de vanité de son action, d'abord impressionné par sa puissance individuelle, mais déconcerté par son impuissance à l'échelle du hors-champ. Pour terminer, je voudrais m'attarder sur la manière dont finit le personnage de Cassie. D'ordinaire, lorsqu'un personnage important d'un film meurt, et a fortiori si c'est le personnage principal qui a été présent dans chaque scène depuis le début, sa mort va être traitée comme quelque chose d'important par la mise en scène. On va essayer de vous ménager une manière de dire adieu au personnage, et on va prendre le temps de le voir disparaître. Ici, lorsque Al Munro prend le dessus sur Cassie, l'action se passe très rapidement, et lorsqu'on a vu le visage de Cassie pour la dernière fois, on n'avait aucun moyen de savoir que c'était la dernière fois, parce qu'elle n'a pas de plan dédié à ce moment-là. Simplement, son visage disparaît de l'écran sous le coussin pour la réduire à ce corps agonisant qui lutte anonymement sous le genou du meurtrier qui, lui, est lentement placé au centre de l'image et prend de plus en plus d'importance dans le cadre. À ce stade-là du film, en termes de mise en scène stricte, Al Munro a complètement usurpé la position de personnage principal du film en effaçant Cassie. Évidemment, c'est une magnifique métaphore de la manière dont ça se passe dans la vraie vie. Dans la plupart des affaires de viol ou de féminicide, la manière de ménager et visibiliser les criminels est de balayer sous le tapis le moindre souvenir de leurs victimes. On a donc tout un interlude pendant lequel Cassie, en tant que personne, disparaît physiquement du film, et par conséquent des cadres, pour laisser vainqueurs les agresseurs dans cette guerre pour la légitimité à l'écran. Mais dans la toute dernière séquence, elle va reconquérir le film par des moyens détournés. Il y a déjà l'apparition de la chanson, une voix féminine, comme il y en a tout au long du film, lors des moments les plus marquants pour le personnage. Évidemment, aussi l'apparition du chiffre du dernier acte de son plan, qui officialise que la narration lui appartient encore, et aussi par les SMS qui reprennent sa couleur et qui réaffichent son nom. Le film ayant auparavant établi la présence du prénom comme une preuve de la présence d'une personne. You shouldn't give a fuck what anyone else thought apart from me, because she was just Nina. And then she wasn't. Et je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas le tout dernier plan sur le smiley qui conclut les SMS, mais moi je trouve que c'est une manière de symboliser de nouveau son visage dans un cadre, et qui reconquiert cette fois tout l'écran, comme une ultime victoire de la visibilité de son histoire et d'elle-même. Je donnerai une dernière citation de Deleuze qui dit que l'écran, comme cadre des cadres, donne une commune mesure à ce qui n'en a pas, plan lointain de paysages et gros plans de visage, système astronomique et gouttes d'eau, parties qui ne sont pas au même dénominateur de distance, de relief, de lumière. En tous ces sens, le cadre assure une déterritorialisation de l'image. Et pour moi, on a un parfait exemple ici, avec dans le cadre, quelques pixels qui viennent prendre l'importance du visage d'une personne qui n'avait pas tout à fait fini de disparaître des cadres et de notre regard.
Voilà pour ce que j'avais à dire sur Promising Young Woman, démontrer en quoi le personnage de Cassandra est fondamentalement construit à travers une utilisation pour le moins complète de la notion de cadre. D'abord en étudiant les cadres en tant qu'objets qui fichent des représentations fausses, puis les cadres en tant qu'outils cinématographiques, et notamment les cadres dans les cadres, et la manière dont ils divisent les espaces pour redéfinir leur sujet, et enfin me pencher sur les cadres dynamiques et voir comment le personnage de Cassie transcende le concept non seulement de cadre, mais aussi de hors-champ et tout simplement d'écran, pour mener la victoire de son combat, au-delà de sa propre vie, jusqu'à la dimension même du cinéma, à défaut que, pour l'instant, les femmes dans la vraie vie puissent toujours l'emporter devant la justice. Merci infiniment de m'avoir écouté, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. C'était un sujet qui me tenait à cœur depuis longtemps, voilà, donc je suis contente d'avoir fait cette vidéo, j'espère que ça vous aura parlé, et je vous retrouve en tout cas le mois prochain, cette fois-ci pour réellement parler d'un film d'horreur. Voilà, à très bientôt.